Bonsoir Hugo Micheron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview depuis la Société de lecture. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, vous êtes surtout expert sur le djihadisme et vous avez sorti ce livre, La colère et l'oubli, c'est aux éditions Gallimard. Vous revenez sur la montée du djihadisme depuis une trentaine d'années, depuis les années 90. Ce livre-là, il est sorti avant que la situation au Proche-Orient ne se dégrade. Quel regard vous portez actuellement sur l'actualité et sur les conséquences qu'il peut y avoir sur le djihadisme et sur nos démocraties européennes? Oui, c'était un peu d'ailleurs tout l'objectif de ce livre, c'était de sortir hors actualité pour qu'on puisse parler du djihadisme en dehors des attentats, ce qui, à mon sens, on fait insuffisamment. Et puis, en fait, l'actualité a assez vite rattrapé le livre et le débat public. Ce qui se joue aujourd'hui au Proche-Orient est énorme. On est, il faut bien le dire, dans l'inconnu, puisque ça va dépendre énormément de l'évolution du conflit. Et au milieu de tout ça, il y a une situation en Europe qui est devenue très préoccupante, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, notamment islamistes et notamment djihadistes, qui vont s'emparer de l'émotion colossale qui s'exprime sur les réseaux sociaux autour du conflit entre Israël et Gaza, pour justifier des passages à l'acte dans le cadre européen. Et ça, on l'a vu à Arras, le 13 octobre dernier, avec cet individu qui a attaqué des enseignants dans son ancien collège et lycée. On l'a vu quelques jours plus tard, une réplique à Bruxelles. Donc on voit bien que l'actualité djihadiste est encore là. On n'est pas sur des marées hautes du djihadisme au sens propre, au sens où finalement on serait dans un retour de phase d'offensive très coordonnée par les réseaux djihadistes, mais le potentiel est là. Donc il faut être très très vigilant. Pour l'instant, ces deux attaques nous donnent des indices sur la menace, mais il faut pas en tirer de conclusion ni dans un sens ni dans un autre. Vous dites dans ce livre qui permet d'avoir vraiment l'historique du djihadisme, le djihadisme, ce n'est pas qu'un seul fait, ce n'est pas que les attentats, ce n'est pas que ça, c'est un phénomène au long cours qui prend sa source notamment avec la guerre en Afghanistan, 1979. Pourquoi cette date-là, pourquoi ces événements-là étaient-ils si importants dans la construction du djihadisme? Oui, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que si on considère que le djihadisme uniquement à l'aune des attentats, en fait, on se trompe. On arrive à la fin du film. Ce qu'il s'agit de comprendre, c'est d'une part que le djihadisme ne se limite pas aux attentats, donc dit autrement qu'il y a un djihadisme en dehors des attentats, et c'est celui-là qui m'intéressait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si c'est un construit historique, il y a un point de départ. Et le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui le djihadisme, c'est la guerre d'Afghanistan, effectivement, des années 80. Et à partir de là, c'est une guerre qui va durer 10 ans, qui va être très dure. Et quand la guerre se termine, du point de vue, si vous voulez, occidental, les soviétiques se retirent en 89, là, ils sont vaincus. 2 ans après, l'URSS s'effondre. Donc, du point de vue américain, du point de vue européen, c'est une très grande victoire. C'est la victoire des démocraties. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que, en fait, ce qui était considéré depuis l'Occident comme la fin de l'histoire était en fait le début d'une autre histoire. Et cette histoire, c'est le djihadisme. Puisque ces vétérans d'Afghanistan vont ensuite rejoindre différents lieux, et notamment un certain nombre d'entre eux vont arriver en Europe. Et en Europe, justement, ils vont mettre en place non pas immédiatement des cellules pour produire des attentats. Ce qu'ils vont mettre en place, c'est des structures pour diffuser leurs idées. Et c'est comme ça qu'on passe de quelques dizaines de vétérans du djihad afghan installés en Europe dans les années 90 à 6000 Européens qui, 20 ans plus tard, composent le gros du djihadisme européen en Syrie et en Irak. Dans les années 90, la situation extérieure, c'était l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, qui a donné une base à Al-Qaïda, qui a permis à Al-Qaïda de préparer les attentats du 11 septembre. Dans les années 2000, c'est l'intervention américaine en Irak qui a créé un chaos au cœur du Moyen-Orient, dont d'ailleurs l'Europe paye très largement le prix aujourd'hui. Pas seulement l'Europe, évidemment le Moyen-Orient aussi, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se mettre en place des réseaux européens du djihadisme qui, par ailleurs, sont revenus frapper des pays qui s'étaient opposés à la guerre en Irak, notamment la France et l'Allemagne. Et à partir des années 2010, c'est la guerre civile syrienne qui est une déflagration énorme à partir de 2011 et qui va générer un chaos duquel va surgir Daesh à partir du milieu des années 2014-2015. Donc on voit bien, c'est des crises géopolitiques extérieures à l'Europe dans lesquelles les djihadistes se nichent ou qu'ils exploitent. Et à partir de là, parce qu'ils ont des réseaux en Europe, ils vont se prévaloir de ces crises pour frapper l'Europe, un peu, quelle que soit un peu l'attitude justement de ces pays européens. La question, c'est de savoir si la crise actuelle au Proche-Orient
a le potentiel d'être une déflagration similaire à ces différentes crises. Vous l'évoquiez, hein, les attentats du 13 novembre, des attentats vraiment très réfléchis durant des mois, d'une très forte ampleur. Et puis plus récemment, il y a eu l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Puis, alors là, il y a quelques semaines, l'assassinat de Dominique Bernard, également enseignant. Et là, c'est parti vraiment des classes, de l'école, d'individus plutôt isolés. Est-ce que c'est une nouvelle forme d'attentat ou est-ce que vous pouvez le relier aux différentes formes d'attentats précédents? Non, ce n'est pas une nouvelle forme d'attentat dans le sens où c'est un mode opératoire qu'on a déjà vu. Typiquement, donc, l'assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, c'est le type d'attentat qu'on appelle inspiré, c'est-à-dire des individus qui se réclament de Daesh, qui ont repris les mots d'ordre de Daesh et qui choisissent des cibles autour d'eux pour commettre un attentat. Et typiquement, la nouveauté dans le cas de Samuel Paty, c'est que ce djihadiste avait choisi de viser un professeur à la sortie d'un lycée au nom de la logique de tuer les blasphémateurs. Il était accusé, Samuel Paty, de blasphémer alors qu'il essayait d'évoquer en classe un débat national en France qui touche à la question des caricatures qui se produisaient à ce moment-là parce qu'il y avait le procès des attentats de Charlie Hebdo. Donc il essayait de revenir en classe avec ses élèves sur ces questions. Et en fait, il y a eu une affaire qui a été instrumentalisée. Ce djihadiste l'a tué pour cette raison. 3 ans plus tard, le dernier attentat donc, en date en France, qui est celui d'Arras, cet élève va imiter le tueur de Samuel Paty. Et ça fait écho à tout un tas d'éléments qu'on avait vu se mettre en place sur les réseaux sociaux, où il y avait des gens qui appelaient à faire une Paty. Vous voyez, c'était devenu un terme tragique qu'ils utilisaient, qui montre bien qu'il y a des phénomènes d'entraînement dans les milieux djihadistes. Donc ce n'est pas nouveau sur le mode opératoire, c'était nouveau sur la cible. Et ça l'est devenu, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui montre bien que les djihadistes en France cherchent à déstabiliser l'école parce qu'ils considèrent ça comme un lieu, de leur point de vue, d'endoctrinement. C'est-à-dire, c'est paradoxal, mais eux, ils considèrent qu'ils sont djihadistes, ils ont découvert la vérité et que l'école qui peut amener vers des horizons divers et variés, ce qu'on appelle l'émancipation, est considérée comme une menace dans leur logiciel. L'assaillant d'Arras dit très clairement je ne veux pas de cette école dans laquelle j'ai été qui veut faire de moi un démocrate. Donc il a une vision très politique de la chose. Il veut détruire un système à travers un professeur et c'est pour ça qu'il commet cette attaque. La Suisse est moins touchée, évidemment, par ces attentats. Mais est-ce qu'il y a un terreau aussi de développement du djihadisme ? J'ai fait un petit terrain en Suisse, rien de comparé avec le reste de l'Europe, mais je me suis intéressé au cas suisse qui en fait m'a permis de comprendre beaucoup de choses parce que, pardonnez mon accent, mais si vous voulez, si on veut comprendre la dynamique du djihadisme européen, c'est un peu comme le Rösti-Graben, c'est-à-dire que ça marche moins par pays que par groupe linguistique. Donc vous avez des réseaux en Europe qui sont des réseaux francophones, germanophones, scandinaves, et évidemment anglais qui vont superposer un peu tout ça, et hollandais, flamand. Et donc la Suisse, de ce point de vue-là, les dynamiques en Suisse francophone, en Suisse romande, vont suivre les dynamiques belges et françaises. En Suisse germanophone, alémanique, ils vont suivre plutôt les dynamiques allemandes et autrichiennes. Donc les réseaux sont transnationaux de ce point de vue-là. La Suisse, en termes de volume, est beaucoup moins touchée que les autres pays européens, mais en proportion, par rapport à la taille de sa population et à la taille de la communauté musulmane en Suisse, il y a quand même eu un certain nombre de départs. On était autour de 80 départs. Donc, ce qui fait que la question est encore largement gérable à l'échelle de la Suisse, mais qu'il faut évidemment s'en préoccuper. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que finalement, cette question paraisse trop secondaire et que du coup, par inadvertance, la Suisse se retrouve dans une situation que d'autres pays européens connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire où on a ce qu'on appelle un djihadisme endogène, c'est-à-dire un djihadisme en Belgique, par exemple, où on a des réseaux belges qui vont avoir tendance à travailler le terreau belge. Donc la Suisse en est pas là, mais il y a, on va dire, une réflexion globale qui doit intégrer le schéma européen qu'on a pu évoquer. Daesh est un mouvement qui n'existe presque plus, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, vous l'expliquez, aujourd'hui on est dans une forme de marée basse. Vous dites, les démocraties, nos pays devraient se préparer à la suite, parce que ce n'est pas terminé et il faut profiter de ces moments de marée basse. Qu'en est-il ? Est-ce que nos pays se préparent ?
Alors, typiquement, les périodes de marée basse, c'est-à-dire les périodes où en fait les groupes djihadistes sont pas à l'offensive, parce que généralement en fait ils n'en ont pas forcément les moyens opérationnels et logistiques. Donc c'est plutôt la situation à laquelle on est aujourd'hui depuis la défaite militaire de Daesh en Syrie et en Irak, donc depuis 2020. Mais Daesh n'a pas disparu. Euh, Très clairement, très concrètement, on a des groupes de Daesh très actifs à l'heure actuelle en Afghanistan, qui tentent de projeter des attentats un peu partout dans le monde, y compris en Europe. On a des groupes de Daesh qui sont actifs en Syrie et en Irak, alors clandestinement, mais dans cette zone du nord de la Syrie qui n'est pas très stabilisée. Puis on a des groupes de Daesh et d'Al-Qaïda qui sont très présents au Sahel, où depuis 2020, il y a une vraie dynamique. Donc déjà, la dynamique djihadiste globale, on le voit, elle n'est pas du tout calme. En ce qui concerne l'Europe, si vous voulez, les djihadistes, de manière générale, ont peu de capacité d'action propre. Donc ils ont besoin d'une crise, d'une déflagration pour pouvoir ensuite s'y mêler et là reprendre. Donc la question, c'est juste de savoir si on se limite à approcher le djihadisme en matière de contre-terrorisme. Dans ce cas-là, c'est simple, hein, il faut lutter contre le terrorisme. Mais ça veut dire qu'on ne prépare rien. Or, dans ces périodes de marée basse, comme on l'est depuis 3 ans maintenant en Europe, c'est le moment qu'utilisent les djihadistes pour se reconfigurer, pour recruter, pour commencer à disséminer de nouveaux modes d'action, justement. Et ça, si on ne travaille pas sur cette dimension-là aussi, qui nécessite de se poser la question justement de ce djihadisme en dehors simplement de la question des attentats, alors on est un peu condamné à réagir trop tard. Et c'est précisément ce que l'Europe ne peut pas forcément se permettre, c'est-à-dire de s'exposer à une nouvelle vague d'attentats, à une nouvelle campagne de terreur en Europe pour commencer à nouveau aborder ce sujet. Merci beaucoup, Merci. Hugo Micheron. Je rappelle, La colère et l'oubli, c'est chez Gallimard. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, merci à vous.